Bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes au Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est déjà rendu à son 20e épisode sur 25. Et pour l'occasion, j'ai invité une écrivaine, une scénariste, une chroniqueuse, une animatrice, Geneviève Peterson. Bonjour. Salut, c'est moi le livre aujourd'hui. C'est le toi grand le livre ouvert. qui va tout révéler. Exactement. Comment ça va? Ça va très, très bien. Je sors quand même d'une frénésie promotionnelle très, très intense. T'es le dernier, je pense. Je m'étais gardé le meilleur Je suis pour la la cerise fin. sur le Sunday. Non, mais pour vrai, parce que c'est rare qu'on a autant de temps pour parler de littérature puis de livres. J'en sais quelque chose parce que, bon, comme je travaille dans les médias, il y a de moins en moins de place pour ça. Puis c'est excessivement dommage parce qu'il y a un intérêt. Ouais. Donc, ça va bien, mais un peu fatigué quand OK. même. Un peu comme sur les rotules. J'ai hâte à Noël. Je vais te transmettre un peu de mon énergie Oui. pendant la prochaine heure et quart. Juste dire aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent que dans le passé, je t'ai interviewé à quelques reprises. C'est vrai. Tu Une de m'as- mes premières entrevues, d'ailleurs, Ouais. quand j'ai écrit la déesse, c'était toi. Je me rappelle, on était dans le quartier gay, Ouais, dans un café. au Cacao 70. Exactement. Puis c'était pour le Huffington Post Québec dans le temps, qui n'existe plus. Tu m'as déjà accueilli à ton émission C'est vrai. sur Cube Radio. Puis je t'avais expliqué en t'invitant au balado que je voulais parler surtout de littérature au sens large, mais qu'on pouvait pas faire abstraction de ta nouveauté, La Reine de Rien, qui est tout récemment sortie. Et donc, on retrouve Catherine, celle que je décris comme la petite Chris qu'on a découverte dans La déesse des mouches à feu. Ouais. Puis là, permets-moi un long préambule, je reviens avec une question plus précise. J'ai envie de te parler de ton rapport au personnage en faisant un lien avec le mien. Quand j'ai écrit mon premier roman À cause des garçons, c'était un livre unique, il n'y avait aucune suite dans ma tête. J'ai finalement écrit Parce que tout me ramène à toi. J'ai retrouvé mes personnages dans une trilogie pour ados. Et je disais à l'époque, je m'ennuie d'Émile et de Lily comme si c'était mes enfants. Un mélange de mes enfants et d'un amoureux dont je m'ennuie. C'était aussi puissant que ça. Je veux savoir, est-ce que toi, c'est dans ces eaux-là, ton rapport à Catherine, ou t'es complètement ailleurs? Hey, mais c'est une question super intéressante parce que je me l'ai beaucoup posée quand j'ai compris qu'elle était revenue dans La Reine de Rien parce que je l'expliquais quand même. C'est pas planifié, ce retour-là, parce qu'il faut dire que la déesse, quand même, en bon français, elle a été milquée pas mal. Là. Ouais. On s'entend, tu sais, il y a eu le roman, je l'ai adapté au théâtre, on a fait le film. Donc, tu sais, à un moment donné, tu te dis, je ferme la porte sur ce personnage-là, puis sur cette partie-là de ma vie aussi, parce que c'était un truc super autobiographique et tout. Puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis d'avoir aussi amené quelque chose d'autre au roman en l'adaptant dans d'autres médias, entre guillemets, là, Ouais. parce que c'est quand même pas le même travail et tout. Mais c'est vrai ce que tu dis sur s'ennuyer. Parce que, tu sais, Catherine, c'est un peu moi, fait que je la porte en moi, veux pas tout le temps. Puis je pense que je vais toujours la porter. Mais c'est un rapport un peu, je vais pas dire, c'est pas malsain, c'est pas ça, mais ça va, ça vient. Tu sais, c'est un rapport un peu très, très, très amoureux, entre guillemets, mais en même temps, un amoureux dont on veut un peu se débarrasser. Mais on n'est pas capable de. Ouais. Tu sais, mais c'est pas une relation toxique, là. C'est juste. C'est drôle parce qu'Émile, moi, j'ai jamais essayé de m'en débarrasser. Je l'ai suivi dans 5 romans. Ouais. Puis je comprenais India Desjardins avec sa série Aurélie Laflamme d'avoir De du vouloir mal arrêter. d'arrêter. Ouais. Avant Non, mais de faire ce choix-là. je pense qu'il faut arrêter quand les gens aiment encore le personnage. Puis, tu sais, au Ouais. départ, quand j'avais fait La déesse des mouches à feu, je voulais faire une trilogie sur son adolescence. Puis, j'avais commencé à l'écrire par ailleurs. Puis, j'avais l'impression de me répéter. Puis, quand j'ai écrit ce livre-là, La Reine de Rien, tu sais, bon, c'est un livre quand même que j'écris sur plusieurs années pour plein de raisons. Puis, à un moment donné, au bout de, je sais pas, moi, 30, 40 pages, j'ai fait, mais c'est elle qui se sépare. C'est ça qui est intéressant. Elle est revenue, c'est sa langue, c'est sa voix. Donc, je veux juste comme laisser faire. C'est que d'accepter, c'est ça qui se passe. Tu sais, j'ai pas planifié rien de tout ça. J'ai envie de surfer sur un élément. Tu as parlé du fait que tu as adapté au théâtre. Ouais. Et l'une des entrevues qu'on a fait, toi et moi, dans le passé, c'était sur ton adaptation Ouais. de La Hey, déesse. c'était dur. Puis tu me disais qu'au début, tu avais refusé le Je projet. voulais pas le faire. Entre autres, parce que tu étais comme, ce projet-là est derrière moi. Même si le livre est encore enseigné dans les écoles, que c'est encore dans l'esprit des gens, moi, je suis rendu ailleurs, puis je vois plus la pertinence au niveau artistique. Ouais. Puis tu me dis si je me trompe, j'avais compris que c'était pas juste l'adaptation théâtrale que tu voulais pas faire, c'était de retourner dans l'univers de Catherine. Ouais. Fait que, Ouais, mais tu sais, dans la vie, les choses changent, puis... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Ben, en fait, c'est la rencontre avec Alex Dufresne, qui est la metteur en scène de cette pièce-là, qui est une personne absolument
en tout cas, l'un des plus grands génies créatifs que moi, personnellement, j'ai jamais rencontré, qui est devenue une super bonne amie. C'est elle qui m'a fait changer d'idée, en fait, quand elle me parlait de sa vision, puis qu'on allait faire complètement autre chose, puis qu'on pouvait sortir. Parce que, tu sais, Catherine, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, tu sais, c'était un personnage joué par plusieurs non-actrices, même un non-acteur. C'était une personne qui était en train de transitionner. Donc, tu sais, c'était super intéressant. C'était super fertile au niveau artistique. Donc, moi, c'est de ça dont j'ai besoin. On dirait que, tu sais, j'ai besoin d'aller plus loin dans la démarche artistique pour que dans ma tête, ça vaille quelque chose, pour que ça vaille la peine, parce que écrire, pour moi, c'est quand même un espace qui est difficile. Pas dans le sens difficile de le faire, mais au niveau de mon horaire, tu sais, de m'arrêter pour écrire. Il faut que j'aie l'impression que ça vaille la peine. Pas financièrement, là, c'est pas ça que je veux dire, mais au niveau, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que ça amène de plus? C'est quoi ma vision? Qu'est-ce qui a transformé? Comment c'est transformé? Puis à un moment donné, j'ai compris que, tu sais, ce personnage-là, dans le fond, allait rester. Tu sais, parce que tu disais, il est encore enseigné. Tu sais, quand on parlait de la pièce, ça faisait quoi, 2 ans que j'avais écrit La déesse? Là, ça fait presque 10. Le livre est plus vivant que jamais, là, je veux dire. J'ai jamais autant vendu de déesse des mouches à feu de toute ma vie. Il n'a jamais été autant enseigné dans les écoles secondaires, dans les cégeps. On n'en a jamais autant parlé. Ça fait quoi de se savoir enseigner? Que son œuvre est enseignée? Bien, au début, j'avais un fort sentiment d'imposteur. Pour vrai, je comprenais pas parce que, bien, tu sais, en même temps, c'est parce que, rappelle-toi, OK, tu sais, quand on allait au cégep, puis à l'université. Dans notre temps. Ouais. Les livres, tu sais, quand on nous enseignait, tu sais, moi, je me rappelle de mes profs de littérature, là, c'était des passeurs, tu sais. Majoritairement des hommes, malheureusement. Quelques femmes quand même, plus à l'université, mais tu sais, qui nous faisaient découvrir Rimbaud, Baudelaire. Tu sais, les écrivains, pour moi, c'était des gens mythiques, inaccessibles, des gens avec des foulards qui boivent de l'absinthe en allant au bordel, tu sais. C'était ça, là, l'image qu'on avait. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, ben pas moi. Tu sais, moi, je suis une madame, je suis une mère... ça n'a pas rapport avec cette image-là qu'on se fait, mais c'est de la bullshit, cette image-là. C'est hyper romantique parce que, tu sais, si on remonte à cette époque-là, Maupassant, tu sais, il écrivait pour gagner sa vie, tu sais, Zola dans des journaux, puis tout ça. Je veux dire, tu sais, c'était très mercantile, encore bien plus qu'aujourd'hui. Tu sais, t'avais un mécène et tout. Donc, tu sais, on a une vision. Fait que je me sentais imposteur à cause de ça. Hey, t'aimerais-tu avoir un mécène pour écrire que... Comme le Conseil des arts du Canada. Qui finance ce projet, ce balado. Exactement. Mais admettons, pour les projets littéraires... Non, j'aimerais pas ça. Non? Ah non, pas du tout. Non, vraiment pas, parce que... Tu pensais jamais poser la question à quelqu'un un jour? Je me sentirais redevable, j'aimerais pas ça. J'aurais Tu sais, OK, check bien ça. Pour moi, l'écriture de fiction dans un livre, là, je te parle pas au cinéma ni à la télévision parce que c'est un autre game, c'est le seul espace de liberté qu'il me reste. Je n'ai pas de diffuseur, je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'annonceur, j'ai pas de code d'écoute, j'ai pas d'obligation de rendement comme j'ai dans ma vie quotidienne. Donc, pour moi, avoir un mécène, ça égalerait à tout ça. Ça serait un cauchemar. Ça serait pas la porte ouverte à pouvoir... On n'est plus dans le monde du mécénat, de toute façon. Là, je veux dire, je pense que les gens, maintenant, subventionnent des organismes. Bon, il doit y avoir bien quelques mécènes qui subventionnent des personnes individuelles, mais c'est pas... Avant, c'était dans la culture, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est ça. Mais je l'ai accepté maintenant d'être enseignée parce que... Sais-tu quoi? Sais-tu pourquoi? Parce que... il n'y a rien qui me fait le plus plaisir, puis ça m'arrive encore assez régulièrement, au moins une fois par semaine, d'avoir un texto, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou des fois sur Facebook, mais moins parce que c'est moins jeune Facebook, mais d'un ado ou d'une ado, d'un jeune adulte qui me dit « J'ai lu La déesse, puis j'ai capoté, telle affaire, ça me ramène ça me fait... As-tu des suggestions? » Fait que je fais « OK, mais dans le fond, moi aussi, je suis devenue une passeuse. » Donc, c'est correct, je l'accepte. Puis depuis que Michel Tremblay, à un moment donné, avait fait un post pour dire qu'il avait lu La déesse puis qu'il avait trouvé que la langue, c'était extraordinaire puis que j'étais comme un peu son héritage. Fait que j'ai fait garde. Prends-le. Oui, c'est à ta place. J'étais gênée, mais garde, on a de la misère avec les compliments dans la vie, mais là, je l'ai pris. Mais quand il y a autant d'ados et de jeunes adultes qui continuent de te contacter pour te dire qu'ils ont vécu quelque chose de fort en lisant La déesse, que ton idée originale, c'était de faire une trilogie dans son adolescence, finalement, tu mets de côté le projet, mais tu aurais pu aller la voir, Catherine, dans la jeune vingtaine. Mais finalement, tu vas la voir... Elle n'aurait pas eu le temps de changer. C'est ça l'affaire. T'sais, il fallait qu'il y ait une longue période de temps. C'est pour ça que tu la retrouves journaliste établie, maman, trentenaire. C'était là où il y avait quelque chose de riche à explorer. Bien, en fait, c'est que La déesse, c'est l'histoire de la séparation de ses parents, puis on la retrouve dans sa propre séparation, dans La reine de rien. Fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant au niveau de l'intertextualité. Puis,
Tu sais, tu te dis, c'est tellement un divorce qui se passe mal. Je parle du divorce de ses parents dans la déesse que j'imagine qu'elle doit avoir d'autres velléités pour le sien, sa propre séparation, mais on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis que ça peut pas être une adulte très équilibrée. Tu sais, ça peut pas être très normal. T'sais. Elle a rien de traditionnel. Ben, pas rien. Non, elle a des enfants, elle a un travail. Je pense qu'elle essaie beaucoup de se conformer, comme bien du monde d'ailleurs. Là. Mais tout ça, c'est quand même oppressant. Là. On va pas se le cacher. Fait que je pense qu'elle vit ces oppressions-là puis qu'elle décide de s'en sortir. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les trucs qu'elle a l'impression qu'elle fuit pour aller vers autre chose, est-ce que cette autre chose-là n'est pas tout aussi oppressant? Mm-hmm. Tu sais, parce que cette idée de famille, de faire éclater une famille, de s'en aller, que ça va être mieux, qu'on va avoir une liberté, mais je pense pas que c'est vrai. Moi, je pense que peu importe ce qu'elle fait, Catherine, dans La Reine de Rien, elle perd quelque chose. Parce que dans cette famille quand une famille éclate, il y a toutes les règles de, par exemple, la garde partagée. Puis oui, il y a la passe du contrat dans le livre où elle lit son contrat de divorce puis qu'elle a fait « Hey boy! » hein? Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de spontanéité. Parce que Noël est décidé. Oui, les vacances d'été. Moi, j'en connais plein, des couples comme ça, où c'est le dimanche soir à 7h31 que les enfants doivent être remis, puis que Noël, le 24, c'est chez un, puis que le lendemain, c'est chez l'autre. À telle heure. Oui, donc, tu sais, à un moment donné, ce sentiment de liberté-là, c'est un peu un mirage, finalement. Puis j'ai lu le livre, je l'ai terminé la semaine dernière, quand on s'est croisés au Salon du Livre. Je l'avais terminé la veille, Salon du Livre de Montréal. Puis moi, j'ai eu l'impression que Catherine était rendue à la fois plus forte et plus fragile que dans La Déesse. À quel point tu es d'accord avec ça? Mais je pense qu'elle s'autorise des trucs. Bien, c'est parce que là, premièrement, dans La Déesse, elle a 14 ans. Là, donc, mais elle est frondeuse en tabarnouche. Mais un peu heureuse en même temps. C'est ça, l'adolescence. C'est les paradoxes. C'est de vouloir être tellement à part des autres, mais de porter les mêmes pantalons que tout le monde. C'est un peu ça. Mais je pense qu'elle essaie de s'assumer, Catherine, dans le nouveau livre, d'être une reine, finalement. Mais finalement, elle est la reine de rien pantoute. Donc, mais je pense que d'accepter sa fragilité, ça fait d'elle une femme plus forte. Puis d'accepter de s'exposer comme ça, parce que c'est ça, ce roman-là, c'est une grande exposition. Bon, évidemment, c'est dans sa tête, donc elle ne s'expose pas vraiment, mais quand même, elle s'autorise des pensées que pas grand monde s'autoriserait. Mm-hmm. Tu sais, parce que quand je reçois des messages, j'ai beaucoup de madames qui m'écrivent en ce moment. Ah ouais? Elles t'écrivent quoi? Ah, mais écoute, moi, je suis fascinée à quel point les gens se confient à des étrangers. Oui. Mais surtout que quand ils ont eu accès à notre imaginaire... Oui, ils ont l'impression qu'ils nous connaissent. Oui, puis que la relation est déjà établie et qu'ils peuvent donc ouvrir les vannes. Mais moi, je porte tellement de petits secrets, là, puis des gros secrets aussi. Des gens qui me racontent des trucs qu'ils n'ont jamais dit à personne. J'ai une madame qui m'a écrit l'autre fois que ça faisait comme 35 ans qu'elle trompait son mari avec tu sais, des affaires de même, là. Puis soudainement, toi, Geneviève Peterson, t'es au courant de ça. Oui, ça n'a aucun sens. Mais des fois, j'aimerais ça désavoir des affaires que je sais. Je suis comme, j'ai pas besoin de savoir ça, moi. Pourquoi? Tu sais, c'est trop d'informations. Fait que les retours, par exemple, les messages, du moins de celles que tu appelles les madames. Il y a des messieurs aussi, hein. Mais je préfère te citer pour pas qu'on me dise que j'utilise pas le bon vocabulaire. Oui. Mais est-ce que c'est surtout des confidences ou tu génères des réactions négatives ou qu'est-ce que tu Il y a toutes sortes de réactions. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est un animateur radio du Saguenay qui m'écrit pour me dire qu'il avait lu mon livre, qu'il avait beaucoup aimé, mais qu'il n'y avait jamais un livre qui l'avait autant fâché. Mais qu'il ne savait pas vraiment pourquoi. Mais il n'était pas confortable. Mais il avait aimé ça, là. Puis, mais il n'y a pas vraiment de message négatif. Puis même quand il y a des messages où les gens sont comme « Ah, ça, c'est venu me chercher. » Puis ça, je suis pas d'accord. Mais ça fait partie de... C'est correct de ne pas être d'accord avec une portion d'une histoire. Mais oui, puis tu sais, quand je dis les madames, c'est tellement pas péjoratif. Tu sais, la dédicace de mon livre, c'est aux petites Chris qui sont devenues des madames. Oui. Je veux dire, moi, et tu te décris comme une madame. Je suis une madame. Je veux dire, je suis une matante radicale, mais je suis une madame pareille. Tu sais. J'adore ça. Un jour, dans 40-50 ans, sur ta tombe, ça va être écrit « Elle était une matante radicale ». Ben oui, mais moi, j'embrasse ta matantise? Ben pas la matante. Ben oui, oui, on est toute la matante de quelqu'un, là. Mais il faut pas avoir honte de ça, d'être devenue une madame. C'est bien correct, tu sais. Puis ça, on est la madame qu'on veut être, là. Je veux surfer sur cette idée que, par exemple, l'animateur radio, c'était la première fois qu'il était à l'occasion choqué dans une de ses lectures. Il était fâché. Il était fâché, là. Il était en crise.
Je t'en ai fait un clin d'œil quand on s'est parlé récemment. On a des styles d'écriture qui sont différents, vraiment. Puis je prétends pas être aussi bon, moins bon que toi. On n'est pas là-dedans. Mais je me suis reconnu dans l'aspect dire les choses. Parce que dans mon... Tu veux dire la non-censure. Ouais. Oui. Dans mon livre, J'ai échappé mon cœur dans ta bouche, autant dans la vulnérabilité que dans l'humour, dans la bitcherie, je vais all-in. Peut-être que dans 4 ans, mon all-in sera différent. Mais dans la vie, est-ce que t'es comme ça? C'était ça ma question pour toi. Oups! C'est toi qui anime, excuse-moi. Mais oui, je suis comme ça parce que, dans une certaine mesure, ça va avoir l'air intense, mais souvent, j'ai l'impression que dans une certaine vulnérabilité, les gens en général et certains proches qui ont plein de belles qualités n'ont pas ce qu'il faut pour accueillir certaines de ces confidences, de ce niveau de vulnérabilité-là, d'introspection, des fois donc de mélancolie, etc. Fait que plutôt que d'être accueilli de façon inadéquate, puis d'avoir un retour qui ne me fait pas grandir ou qui m'envoie comme à côté de la plaque, je préfère ne pas le nommer. Puis, par contre, je pense pas avoir une grande part du ridicule dans la vie de tous les jours. Fait que dans l'humour, puis je suis assez cinglant dans la vie de tous les jours aussi. Mais c'était une accumulation avec les années qui m'a fait écrire ça. Je sentais qu'il y avait des pensées, des émotions qui étaient trop prises à l'intérieur puis qui avaient besoin d'oxygène. Fait que je les ai couchées sur papier. Puis je trouve que ce livre que j'ai fait, qui est dans... Pour vrai, c'est même pas tant de l'autofiction, même si je sais qu'on choisit les mots puis ce qu'on met en lumière. C'est vraiment basé sur du réel à 99,5%. Mais toi, quand à travers la fiction, tu dis autant de choses que les gens gardent dans leur tête, ou des fois, ils n'ont même pas accès à des... Ils sont pas capables de verbaliser des ressentis, mais toi, tu les as mis en mots. Mais ça arrive souvent dans les messages que je reçois. D'ailleurs, j'ai reçu des messages vocaux super touchants hier d'une fille sur Instagram qui disait « Aïe, tu as mis des mots sur une réalité que je savais que c'était ça que je vivais, mais je savais pas comment le dire. Donc, c'est un peu ça, mais c'était pas ça le but. Au départ, moi, mon but de départ, c'est de faire de la littérature. Tu sais, c'est pas un livre de psychothérapie. Puis c'est pas non plus ma psychothérapie. Mais je te renvoie à la question que tu as sentie dans l'air que tu m'as lancée. Est-ce que c'est justement la littérature et l'écriture qui te permettent d'aller aussi loin, ou dans la vie, tu te permets déjà cette forme d'audace? Ben, je pense que les gens qui me connaissent dans la vie puis qui me connaissent aussi dans la vie publique savent que je suis assez courageuse avec les mots, quitte à me tromper. Tu sais, parce que... Puis à t'excuser. Oui, parler en public, c'est faire le pari de dire des choses qui peuvent être vraies, mais qui peuvent aussi être complètement à côté. Puis ça, je l'accepte, ce risque-là. Ça vient avec mon métier. Par contre, la littérature permet de dire des choses que je ne pourrais pas dire dans mon métier. Parce que j'aurais pas l'espace pour le faire. L'espace, donc, pour avoir les nuances nécessaires? Bien, les nuances, puis c'est pas la place non plus. Tu sais, tu comprends? Tu sais... Puis il y a beaucoup de parenté entre l'écriture médiatique, la chronique et la littérature pour moi. C'est quelque chose qui est intimement lié, ne serait-ce que pour le matériel humain auquel on a accès quand on fait des entrevues, tu le sais. Ça va vite. Les gens, c'est une barrière qui est brisée tout de suite parce qu'on est déjà dans la confidence, parce qu'on est en train d'avoir un échange avec quelqu'un pour écrire un texte. Les personnes vont se confier beaucoup plus vite qu'en amitié, par exemple, où ça prend du temps pour se connaître, puis à un moment donné, tu te sens à l'aise. Ça, c'est une chose. Mais après ça, dans l'espace médiatique, c'est sûr que si je me lève un matin, que je m'en vais dans un micro de radio, puis je fais « Hey, savez-vous quoi? C'est bien correct d'aimer plus un enfant qu'un autre. Bye-bye. » Ben, je pense pas que ça va très bien passer. Tandis que dans un livre sur 200 pages, tu sais, c'est parce que cette pensée-là, tout le monde... Je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui fait le plus réagir. C'est pour ça que je le donne. Il y en a quelques-uns, mais c'en est un. Mais celui-là, je pense que c'est quand même un très grand tabou de dire « J'aime plus un enfant qu'un autre. » Mais c'est pas vrai. C'est parce que c'est des pensées qui nous traversent. Je te donne un exemple. Mettons qu'on sort ensemble, OK? On chicane. Vraiment, là. Chez nous, je taille. Je trouve que t'es un mange-marde, OK? Je pense ça pendant 15 minutes. Mais le lendemain, je t'aime encore. Puis je dis, mais pourquoi j'ai pensé ça? Mais c'est normal. C'est humain. On est tous des petits monstres. Un peu tout le temps. Puis c'est ça que j'ai voulu écrire en parlant de cette mère-là qui, à un moment donné, est assise dans son divan puis dit « Hey, dans le fond, je vais le dire, là, c'est mon gars, mon préféré. Mais plus tard, quand il arrive un événement très dramatique, elle se rend bien compte qu'elle aime ses 2 enfants de façon complètement égale. Mais c'est vrai que l'amour maternel fluctue. Moi, j'en ai 3 des enfants, puis je les aime tous les 3.
Mais selon le temps de leur développement puis les affinités qu'on a, je sais pas, moi, 6 mois, tu t'entends mieux avec ta grande parce que là, elle vit quelque chose d'extraordinaire, puis là, vous avez une connexion. Puis 2 mois, tu sais, après ça, c'est le petit frère, puis celle du milieu. Tu sais, c'est une famille. Une famille, c'est ça. C'est pas lisse, c'est pas un manuel, c'est pas un guide, c'est pas Fait que toutes ces Instagram. nuances et ce relief-là sont plus possibles, Sont possibles dans un livre. Plus possible dans un livre que dans une chronique ou dans un direct à la radio. Ouais. Mais je me permettrais de l'aborder, cette question-là. Je trouverais ça intéressant de le faire. Mais la littérature donne un espace de l'amplitude pour le faire sans que ça soit mal interprété. Je vais te faire un oui, mais parce que je trouve que le milieu littéraire se complaît dans le concept voulant que les écrivains et les écrivaines ont le droit, voire le devoir de nommer le monde dans tous ses travers avec une absence de filtre, d'aller vraiment au cœur des choses. Bien, ça se dépend. Je trouve pas qu'il y en a tant que ça, des plumes qui osent. Il y a 2 affaires là-dedans dans ce que tu dis. La première chose, c'est que je pense que c'est possible de tout écrire, mais il faut que ça soit justifié. Oui. Moi, dans le sens, quand je lis des livres misogynes, dégueulasses, avec des mots qui font du mal à des gens, puis que c'est dit de façon volontaire parce que là, il faut le dire, ça, je trouve que c'est un peu... Bon, c'est pas intéressant. Tout à fait. Mais quand tu fais de l'art, il faut que tu puisses nommer des choses qui sont épouvantables. Il faut que tu puisses avoir des personnages qui sont des personnes... Tu sais, l'art, c'est pour montrer la société, tu sais, les travers de la société, puis ses beaux côtés, puis tout ça. Mais il faut que tu sois capable de justifier. Il ne faut pas que ça soit gratuit. Il faut qu'il y ait un propos. Même sans gratuité, as-tu l'impression que la littérature québécoise est capable d'être dérangeante comme elle le prétend? Elle prétend ça? Ben, je suis pas au courant! Ou la littérature en général, puis moi, j'ai circonscrit au Québec parce que c'est là où on est. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de plumes qui dérangent et qui sont audacieuses. Sais-tu quoi? Moi, ça m'intéresse assez peu, le monde littéraire. Okay. Genre, je m'en T'es dans un balado littéraire. Non, mais j'aime la littérature. Je m'intéresse à la littérature, mais ce qu'on dit du monde littéraire ou ce que c'est supposé d'être ou tout ça, moi, je lis des livres, OK? Puis quand je lis ces livres-là, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il se passe quelque chose? Pas dans le sens, est-ce qu'il y a une histoire, là? Est-ce qu'il se passe quelque chose ici? Ouais. Tu sais, est-ce que cette autrice-là, cet auteur-là me raconte quelque chose, dit quelque chose? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que ça me fait vivre des affaires? Mais est-ce que c'est fréquent qu'en lisant quelqu'un de Québécois ou d'ailleurs, tu fasses comme « Oh mon Dieu, il est allé là ». Comme on le ressent souvent en lisant. Je trouve souvent que c'est les scènes de sexe qui sont mal écrites. Ah oui, bon. C'est terrible. Ah non, j'aurais des exemples, mais je vais nommer personne. Mais dans le propos dérangeant de il a nommé ça, puis personne n'en parle ou personne est capable de mettre des mots à sujet dans leur tête, mais lui mais je ou trouve elle... quand même qu'il y a des personnes qui réussissent mieux ça que d'autres. Tu sais, je pense, entre autres, moi, un livre qui m'a beaucoup bouleversée, c'est Marie-Pierre Lafontaine, le livre « Chienne », où elle raconte une histoire d'abus totalement épouvantable, mais sans tomber dans le pathos. C'est excessivement bien fait, puis c'est... Elle passe pas mille détours, là. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est vrai. Pas une histoire vraie, là. Quand c'est vrai, quand j'ai l'impression que la personne, justement, n'est pas en train de se cacher brut derrière le voile du style, puis tout ça. Donc, ça, je trouve qu'elle réussit bien. Puis, il y en a d'autres aussi qui le réussissent bien. Je trouve que Jean-Philippe Bariguera le réussit à sa façon. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai lu Haute Démolition. Ouais. Je l'ai lu v'là 2 semaines. Okay. Je ne l'avais pas encore lu. Moi, je suis très en retard parce qu'à cause de la radio... C'est ton premier livre de Jean-Philippe? Oui. Ouais, OK. Puis j'ai aimé ça. Je disais, OK, lui... il rentre dans le tas, là. Puis il fait ça dans Sport et divertissement, Manuel de la vie sauvage. C'est ça. En tout cas, c'est sûr que je vais aller tout lire. Puis il y a Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette aussi que j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai aimé ça. Puis au début, j'étais pas sûre. Tu sais, parce que c'est un peu... je pense que les gens, peut-être, ont la même réaction des fois quand ils lisent mes livres. Ça prend une couple de pages pour embarquer dans l'angle. Parce qu'au début, t'es comme, voyons, pourquoi? T'sais. Peut-être parce que je viens d'Abitibi-Témiscamingue puis que j'ai vécu 3 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'embarque tout de suite sans même aucun ajustement. Oui, bien, c'est ça. Moi, ça m'a pris 2-3 pages, mais j'ai beaucoup aimé ça. Donc, on a des auteurs quand même qui sont sans compromis. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y en a. J'ai l'impression qu'on prétend qu'il y en a plus qu'il y en a. Ce serait mon petit éditorial. Ben, je sais pas, là.
Moi, j'ai les livres que j'ai envie de lire, hein, fait que le reste... Ça t'importe peu. Mais un peu. je continue de surfer sur cette notion d'audace. Puis là, je ne vais pas entrer tout dans les détails, mais je me rappelle que lors de notre première rencontre en 2014, tu m'avais parlé de ta façon de négocier certains cachets dans certains médias, puis que tu avais obtenu plus que ce qu'en théorie, tu aurais dû avoir. Ouais. Pour moi, ça prend une certaine confiance parce que autant dans le milieu journalistique qu'artistique, se représenter soi-même, se défendre, faire valoir sa valeur, ça insécurise, ça déstabilise bien des gens. Mais je comprends tellement, puis c'est super dur. Puis tu sais, quand t'es une femme en plus, t'as pas été socialisée pour ça. Puis il y a une idée, puis là, ça va être mon éditorial pour vrai, là. Il y a cette idée que parce qu'on fait de l'art, on est chanceux. Ouais. Parce qu'on écrit, on est donc chanceux d'être là. Je t'invite à telle place, t'es chanceux, viens donc gratuit. Sais-tu combien de personnes rêveraient de faire ce podcast-là ou d'écrire dans tel journal ou dans tel magazine? Viens donc pour pas cher. Ben non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, tu sais, puis je le sais, je vais le dire avec toute la délicatesse du monde et les guillemets, là, comprenez-moi bien, là, on est des produits. OK? Les gens qui publient notre contenu font de l'argent sur ce contenu-là. OK? Puis s'il n'y a pas de contenu, ben ils font pas d'argent. Il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas rien de tout ça. Donc, chacun, c'est sûr que, tu sais, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. C'est pas tout le monde qui a la même valeur, malheureusement. Il y a des gens qui sont très, très bons, qui, malheureusement, apportent moins de gens et tout ça. Puis ça, c'est dommage, là, mais c'est comme ça, tu sais. Mais maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander d'être payé quand on fait, par exemple, une visite dans une école, dans une bibliothèque, dans un cégep. Mon Dieu, on pourrait en parler longtemps. Non, mais je suis tellement d'accord. Pourquoi tu le ferais gratuitement? Parce que la personne qui travaille aujourd'hui, par exemple, au son ou à la caméra et tout ça, cette personne est payée. Oui. Je veux dire, les gens qui nous engagent, les gérants de bibliothèque, je sais pas comment on les appelle, ces gens-là que j'aime du profond de mon cœur, sont payés pour être là. Donc, tu sais, je te dis pas de demander des salaires faramineux, mais c'est important de connaître sa valeur sur le marché, puis de mettre ses limites. Puis même là-dessus, c'est encore drôle parce que combien de personnes ont une expertise littéraire d'avoir publié dans un ou plusieurs genres, qui possèdent l'aisance de parler en public, de communiquer avec des ados, des jeunes adultes. C'est des qualités qui sont rarement réunies. Donc, ça mérite une rémunération. Bien sûr. Ouais. Complètement. Puis pas juste 100$ pour... aller faire 1 heure ou 1h30 d'atelier ou de conférence. Non, mais ça me fait beaucoup rire. Tu sais, c'est quoi? Je pense que je recevais une invitation la semaine passée. C'était pour aller faire un truc à Québec. Puis la personne me disait, OK, on va te donner, je sais pas moi, tant de cachets. C'était pas tant que ça. Puis on va payer ton déplacement. Puis, mais t'es comme, ben oui, mais non. Ça va me prendre... Puis c'est pas une question de se penser bonne ou de se penser au-dessus de ça. C'est parce qu'à un moment donné... Il faut se tenir. Parce que quand on accepte tout ça, quand une personne accepte d'aller faire une conférence en Abitibi-Témiscamingue pour 100$, elle nuit à toute l'industrie. Puis je vais dire la même chose pour les journalistes à la pige qui acceptent d'écrire des chroniques dans des grands journaux pour 150$. Ça n'a pas de bon sens. Puis est-ce que vous pensez... Tu sais, je comprends que c'est la crise des médias puis tout ça, mais ça, c'est de la manipulation. Je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est la crise des médias. Là. Si t'as pas d'argent pour m'engager, je comprends, à mon tarif, mais engage quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Puis aussi, moi, maintenant, je me représente plus moi-même. Là, ça, c'est sûr. Parce que moi, ces conversations plates-là, je veux pas les avoir. Tu vois, moi, je suis représenté pour tout ce qui est derrière... dans les projets télévisés. Soit pour de la scénarisation, pour des projets de... parce que c'est super compliqué, là, ces contrats-là. C'est un monde que je connais moins, mais, mais je me représente encore en tant que journaliste, tout ce qui est médiatique et aussi dans le milieu littéraire. Fait que je suis comme moitié-moitié. Mais dans les derniers mois, d'entendre... mais on n'a pas le cachet, on n'a pas les sous pour payer ton transport au complet. Fait qu'on se disait peut-être que tu pourrais piger dans le cachet pour les ateliers. Non, je pense pas. Mais moi, ma réponse est toujours, je comprends. Puis c'est vrai que je comprends, là. Mais, puis c'est stressant, mais prenez quelqu'un d'autre. Ou dans une école, on me revient après m'avoir proposé un mandat en me disant « Ah, mais l'école a décidé d'accueillir plus d'artistes, d'écrivains donc, pour l'activité. Fait qu'on va tous diminuer vos cachets. » Ben non. Je suis comme... Mais c'est comme si les artistes, puis les écrivains, en plus, c'est vraiment comme c'est les sous-artistes. On est dans le bas de la chaîne. Ah oui, non, t'es pas un chanteur, t'es pas un acteur, t'es un écrivain. Fait que normalement, tu te contentes de 50$ puis tu vas nourrir ton chat puis t'es bien heureux. Là.
Mais ça me fait toujours beaucoup rire. Mais t'sais. la lucidité dont on fait preuve, puis on nomme les choses, puis il y a aussi une forme de confiance dans le fait d'être capable de se faire respecter. Est-ce que tu es porté par cette confiance-là depuis longtemps? Ça vient d'où? Ben, je veux dire, moi, j'ai toujours... Moi, j'ai pas honte de dire que je suis ambitieuse dans la vie puis que j'aime l'argent, puis je veux en faire, puis je vois pas de mal à ça. Puis je sais que souvent, dans le milieu littéraire, on juge beaucoup ça, énormément. D'ailleurs, dès qu'un écrivain commence à avoir un succès populaire ou médiatique, automatiquement, ses œuvres ont moins de valeur. Ouais, pour Puis les prix littéraires. Puis là, tout à coup, cette personne-là, tout le monde lui parle dans le dos et tout ça. Moi, c'est pour ça que le milieu littéraire m'intéresse vraiment peu, ou voire pas. Ouais. Parce que ces gens-là qui sont en fait... Je sais pas pourquoi ils font ça, mais si ça leur était proposé, ce seraient les premiers à dire oui. Tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai écrit La déesse des mouches à feu, j'ai gagné le prix littéraire Archambault, puis ça devenait ça venait avec une bourse quand même assez conséquente. Je pense que c'était 15 000 Ou Puis- 25. Mais... Non, ça, c'était le prix Renaud-Bré, je pense. Ah bon. Les deux se faisaient un peu compétition. Non, si c'était 25, je m'en rappellerais. Non. Mais il y avait des gens qui avaient dit, mais pourquoi tu refuses pas cet argent-là qui vient d'un conglomérat? Mais oui, mais si je te donnais 15 000 tu dirais-tu non? Ben non. Tu sais, donc, il y a toute cette hypocrisie-là. Moi, je trouve que ça sert à rien. J'embarque pas là-dedans. Puis avant, ça me dérangeait beaucoup, mais maintenant, ça me fait plus grand-chose. Je comprends d'où ça vient. Ces gens-là sont souffrants, la plupart d'entre eux. Puis je comprends. C'est vrai que c'est choquant de voir que c'est toujours les mêmes, tu sais, à la radio, à la télé. Mais pour avoir été de l'autre côté, c'est plate à dire, puis je vais dire quelque chose, c'est une vérité de la palisse, tu vas me dire, là, mais... Je sais où tu t'en vas. Ben, c'est parce que ça s'appelle un show de télé ou un show de radio, OK? Ouais. Fait que c'est sûr que c'est impossible dans un show de télé normal, là, pas plus on est de fou, plus on lit, où il restera toujours la culture, ou retour vers la culture, où ce sont des shows de culture. C'est impossible de faire une entrevue de 12 minutes sur ton roman. Il va falloir parler d'autres choses autour de. Donc, il y a très peu de gens qui ont cette aisance-là d'être dans les médias, de pouvoir discuter, de pouvoir rebondir. Ouais. Parce que moi, je ne connais pas, pour vrai, là, je le jure sur la tête de mes 3 enfants, je ne connais pas un ou une recherchiste qui ne veut pas découvrir des nouveaux talents. J'en connais pas. Puis c'est dommage, mais... Mais dit autrement, on n'est pas si nombreux, ou ils ne sont pas si nombreux, les auteurs et autrices qui sont capables d'être spontanés, d'être drôles, de rebondir sur plein de sujets. Oui, il y a toujours une espèce de peur là, du jugement ou d'avoir l'air pas assez sérieux ou de vouloir juste parler du livre. Puis je suis comme, ben oui, mais il y a plein de façons de parler d'un livre. T'sais. Puis l'objectif, au bout du compte, c'est de donner envie aux gens de le lire, ton livre. Oui, mais justement, je vais surfer sur ta dernière phrase, cette idée qu'il y a plein de façons de parler d'un livre. Je trouve que à l'animation, il y aurait moyen de rendre ça le fun et quand même approfondir le livre. Moi, je le faisais à la radio, mais c'est pas tous les animateurs, les animatrices qui écrivent des livres, qui sont des écrivains, qui sont capables de le faire. Ils font leur gros possible. Ouais. Puis les gens ne comprennent pas quand tu animes une émission en direct à tous les jours, pendant la semaine, à quel point tu en as beaucoup dans ta cour. Oui. Fait que je m'excuse d'avoir blessé ton ego, je l'ai pas lu au complet, ton livre, c'est impossible. Tu sais, mais j'ai une équipe qui l'a lu au complet, mais moi, je les lisais, les livres, parce que je faisais une entrevue littéraire aux 2-3 semaines ou au mois. Fait que je le savais que je l'aurais lu, puis tout ça. Mais tu sais, quand on est de l'autre côté, on comprend aussi la réalité. Puis c'est sûr que c'est tannant, la pipolisation de l'art, puis l'espèce de culte de la vedette, puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire... Je sais pas comment on pourrait se sortir de ça. J'ai l'impression qu'on chiale contre ça, mais on en veut aussi. Je vais faire Ces gens-là, on veut les voir. Là. Moi, quand je la vois qui me tue en entrevue, là, c'est toujours un bon moment. Ben c'est sûr. Elle a Mais une c'est sûr qu'elle est profondeur, toujours une là. sensibilité, Oui, un mais elle est humour. toujours là. Ou un Simon Boulris, ou un Fabien Cloutier, ou un... Tu sais, il y en a plein, là, des gens biz. On peut bien en penser tout ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est toujours un bon moment. Positif ou négatif, là, mais il se passe quelque chose. Il y en a d'autres dans le milieu qu'on pourrait faire grandir médiatiquement. Mais des fois, ils veulent pas. Pour faire passer des bons moments. J'en ai tellement invité des écrivains qui voulaient pas venir. Parce que c'est de la radio commerciale, parce que si ça, ben reste chez vous, man. Mon Bye Dieu. bye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais après ça, viens pas dire que c'est toujours les mêmes, puis viens pas dire qu'on n'invite jamais d'auteurs, Ben, parce que c'est faux. Il y a et le nombre d'écrivains qui sont prêts à aller dans ce territoire-là. Puis il y en a que ça intéresse pas Puis il y a aussi, des hein, clics, puis c'est bien dans correct. les Ah invités. oui, il y a des clics. Énormément. Ah, j'ai jamais pas entendu remarqué? parler de ça.
Tu as parlé de pipolisation, puis Oui, je vais mais faire c'est un vrai. lien. Je te sors de la littérature pendant un instant parce que Oui. l'une des choses qu'on a en Ah, je suis commun, pas à l'aise. c'est d'avoir travaillé dans le monde des magazines. Oui. Tu as été éditrice de magazines Oui. pendant une période de ta Oui. vie. Moi, quand j'ai eu mon diplôme en journalisme pendant 1 an, Oui, les magazines. j'ai travaillé pour le Séjour et le Star Hey System. boy. Là où on inventait de la cellulite de genoux à Megan Fox. Oui. Il y avait une page, là, c'était terrible, cette page-là. Les défauts des vedettes. Ça fait longtemps, là, je sais pas si ça existe encore, cette page-là, qui est terrible. Là. Il prenait des photos, puis là, on voyait le défaut, le supposé défaut Ouais. de la belle fille ou du beau gars. Rapidement, moi, C'est j'ai senti dégueulasse. que ce n'était pas pour moi. Non, moi aussi, c'est ça. Mais tu as travaillé combien d'années ou de mois dans les magazines, puis tu retiens quoi de cette période-là? C'est drôle parce que ma patronne qui m'a engagée pour travailler dans les magazines, moi, je faisais des. Moi, en plus, les gens disent tout le temps, elle a vendu son âme au diable. C'est vrai, là, parce que moi. Moi, j'adore le diable. Je faisais des magazines d'édition sur mesure. Donc, c'est des magazines pour des clients. OK. Tu sais, donc, c'est des clients qui se payent des magazines de grandes entreprises. OK? Puis la personne qui me Fait que recrutait. c'était pas le lundi, la semaine, le séjour. Non, non. C'était des magazines, par exemple, le magazine du Rona, Ouais. le magazine de l'Institut Fraser, qui est un think tank de droite épouvantable. J'ai été chargée de projet sur ce magazine-là. Montréal Centre-Ville. Jean Coutu, le magazine Passion. Ça, j'aimais ça parce que je savais tous les produits. Donc, plein de magazines comme ça, mais c'était de la vente, en fait. Ouais. Tu sais, c'était quelque chose d'éminemment commercial. Et la personne qui m'a engagée là, que j'adore, c'est ma gérante aujourd'hui. C'est elle qui s'occupe de toutes mes affaires. Quel est son nom? Elle s'appelle Patricia Diane. C'est très drôle. Ouais, puis c'est une des personnes qui a le plus changé ma vie. Puis ce que j'ai appris des magazines, justement, c'est qu'écrire, c'est un travail. Oui. C'est pas romantique. T'as pas besoin d'une plume puis d'un fleur. Puis je garde ça aujourd'hui avec moi, même si je fais plus d'écriture commerciale. Oui, l'écriture médiatique, il y a des deadlines puis tout ça. Donc ça, c'est très... c'est vraiment un travail. Mais moi, quand il faut que je livre un roman ou il faut que je livre une série ou whatever, je m'assois puis j'écris. C'est un travail, là. Mhm. C'est pas... J'attends pas la muse. Non. Qu'elle arrive. Mais ça doit être un rapport différent par rapport au syndrome de la page blanche. J'entends que tu l'as peut-être pas tant. Ça n'existe pas, ça. Moi C'est de non la plus. foutaise. Ben, non, Non, je mais te tu peux jure. écrire des mauvaises pages, là. Non, je te jure, Mais il y en a écris-le. plein qui sont juste bloqués. Mais non, mais fais juste écrire ce que tu penses, ça va débloquer. Mais c'est parce que faut pas penser que tout ce qu'on écrit, c'est bon, là. Mhm. Tu sais, ça n'existe pas, la page blanche, pour ça. Mm. Tu sais, quand tu as une page blanche, parce que tu te sens comme une marde, ben, tu t'écris blablabla, bla, 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 tu jettes ça quelque part, puis là, tu peux y aller. Parce que notre cerveau a toujours des pensées tant qu'on C'est sûr. débloque. C'est sûr. Après ça, tu peux dire que ça ne te tente pas. Tu peux dire que ça te tente d'écouter Netflix toute la journée parce que le plus grand ami de l'artiste, c'est la procrastination. Si tu savais toutes les choses que je règle en procrastinant, c'est extraordinaire. Pour vrai? Ah, mais en promenant mon chien, tu sais, moi, tout est une excuse pour pas travailler, mais je produis énormément. Ça, c'est le grand mystère. Mon chum me dit tout le temps, je sais pas quand t'écris. Tu sais, mon dernier livre, il l'a même pas vu, il l'a pas su. Quand est-ce que tu le faisais? Ouais, mais parce que, tu sais, moi, je suis la championne de... Il est 10 h le matin, j'ai écouté Salut, bonjour, puis l'émission de Marc-Claude Barrette, puis j'ai rien calcé, là. Puis là, je fais, je vais faire un petit curry d'agneau. Ah oui, je vais trouver une recette. Tu sais, puis là, je fais tout ça, puis là, après ça, boum! Là, tu sais, mais pendant tout ce temps-là, mon cerveau upload des affaires, mais je m'en rends pas compte. Tu sais, c'est pour ça que je dis de la procrastination. Faut pas toujours se taper sa tête. Moi, c'est un peu l'inverse. C'est que avec le journalisme puis les différents projets de livres, j'écris tellement que ça garde mes muscles d'écriture Ouais. constamment sur spin. Fait que les idées sortent, les mots sortent, les phrases sortent. Ouais, mais ça, c'est une discipline. Mais ça, t'as raison. Moi, j'écris constamment pour les médias puis tout ça. Donc, tu sais, mais c'est pas le même type d'écriture. Non. Mais c'est vrai que c'est un muscle qui s'entretient. Je suis un Olympien de l'écriture, là. Est-ce que t'es graphomane? Ça veut dire quoi, ça? La graphomanie? Ouais? C'est-à-dire que t'écris tout le temps comme une compulsion. Non. Ah non, puis les gens le comprendront ou le croiront jamais, mais j'ai beaucoup de temps libre. Tu sais, je fais... Moi aussi, j'ai beaucoup de temps libre. Je chante à tous les jours une pratique de 1 heure, je fais du sport, je vois mes amis, je vais Moi au aussi. cinéma, je regarde beaucoup Et de j'ai télé. 3 enfants. Ouais. Ce qui est Je fais tout particulièrement... ça. Ouais. Non, mais j'ai plein de temps libre. Regarde, je te dis, je fais des sauces à spaghetti en écoutant Marc-Claude Barrette. Tu sais, je veux dire, n'importe quoi. Moi, j'écoute des documentaires en folie, là. Tu sais, des balados puis des documentaires Ouais. télé, là, en folie, là. Et ça, à tous les jours de l'existence, tout en m'entraînant. Puis, je suis pas superwoman, là. Parce que je veux pas avoir l'air d'une fille qui est au-dessus de ses affaires, là. Des fois, je pleure ou l'emboule dans mon lit en disant « Pourquoi je fais tout ça? Je voudrais manger des chips juste faire ça. » Tu sais, ça arrive souvent, là. Mais je sais pas, on a du temps libre. On prend des bains.
Oui. Je prends des bains. Pendant 19 ans, j'en ai pas eu chez moi. Oh Puis là, mon depuis Dieu, 6 c'est mois, j'en ai. Terrible. Je capote. Ma vie vient de changer. C'est comme la matrice. Ah oui? Ah non, quand t'es dans le bain, là, c'est comme, c'est psychanalytique. Je nous ramène il y a 11 ans. En Oui. 2011, tu as fait un détour que je vais appeler peu fructueux, peu heureux dans le monde de la publicité. Oh my God! Puis en quittant, tu avais lancé le blog Madame Chose, Ouais. qui était comme un réceptacle de sagesse populaire. Ben, c'était un peu pour rire des guides pour les jeunes filles, mais c'était le fun. Ben c'était ça, c'était-tu un peu beaucoup rire des conseils ou une façon d'en donner, mais avec un trait d'humour? Non, je suis pas une donneuse de conseils. Moi, je suis divorcée 2 fois, là. Suivez pas mes conseils d'amour, là, parce que... Non, j'haïs ça, les conseils, puis j'haïs les suivre aussi. Moi, j'ai un trouble d'opposition Ça épouvantable. me surprend pas. Quelqu'un va me dire... Hey, Geneviève, pour vrai, si tu fais ça, tu vas rentrer dans le mur. Je vais être comme, non! Puis là, je rentre dans le mur, puis je suis comme, ouais, il était dur, hein, le mur. Fait que, tu sais, je suis un peu de même. Non, mais Madame Chose, c'était surtout, tu l'as dit, là, j'étais allée en pub, puis, tu sais, mon écriture avait beaucoup servi aux autres. C'était vraiment comme un espèce de petit laboratoire pour m'essayer, tu sais, voir un peu ce que je pouvais faire. Puis moi, tu sais, les gens, c'est drôle, hein, parce que les gens souvent pensent que je suis une personne très... parce que je parle de gros sujets là, dans les médias, là, puis tout ça, puis la politique, puis les affaires de woke, puis tout ça, tu sais, comme tous les sujets là, super, tu sais, sensibles. Ouais. Mais moi, je suis une fille drôle qui aime rire vraiment beaucoup, puis niaiser. Fait que Madame Chose, c'était un peu ça aussi. Tu sais, c'était pour rire. Puis, tu sais, dans mes romans, même si c'est des sujets super élevés, tu sais, la déesse et la reine, je pense que c'est drôle aussi. Souvent, absolument. Oui, on rit parce qu'elle est tellement conne. Tu m'as pas dit ça, mais conne dans le bon sens. Oui. Tu sais, comme quand tu dis à ton ami, t'es conne. Mais des fois, elle est conne pour vrai aussi. Ouais, mais j'ai pas jugé en la lisant. Je l'aimais beaucoup. Ça doit être son côté, je dis vraiment tout ce que je pense. Ou du moins, on a accès à ses pensées, c'est plus ça. Mais est-ce que c'est parce que... Peut-être parce que t'es pas une mère. Parce que, tu sais, moi, je connais beaucoup de mères qui l'ont jugé, mais en même temps, tu sais, il a jugé parce que... Ah, il aurait aimé ça, peut-être penser ça. Ah, je veux dire quelque chose. Vas-y. Cette idée de ce rapport à la fidélité, la tromperie, etc. Pendant longtemps, moi, j'étais dans la pureté de la relation Mais on nous a monogame vendu unique, ça bien beaucoup, sûr. puis on nous le vend encore. Mais Mais c'est plus facile. Mais de plus en plus, quand je vois des livres, des séries télé, des films, des Ouais. pièces de théâtre où, à cause d'une infidélité, ça signifie automatiquement qu'il n'y a plus d'amour, que le couple doit exploser, ta vie se détruire. Moi, ça, c'est gossant, Je ça. suis comme, ben voyons. Mais c'est encore très présent, hein, parce que moi, j'ai des filles. J'ai une fille de 16 ans puis une autre de 13 ans. Puis ma fille de 16 ans a quand même commencé à avoir des relations amoureuses, c'est normal. Puis la fille de 13 est un peu là-dedans aussi. Mais pour elle, l'infidélité, c'est la pire affaire, là. Puis je comprends pas où elles ont pris ça, mais c'est sûr que c'est au cinéma, à la télé, sur Instagram et tout ça, ce qu'elles entendent. Puis on le voit beaucoup, ça. Puis je sais pas si... c'est même pas générationnel. C'est quoi? Je pense que plus tu vieillis, moins tu accordes d'importance à tout ça parce que, justement, tu as vécu plein d'affaires. Puis tu fais, aïe, tu sais, la vie, c'est plus compliqué Ouais. que ça. Puis oui, une infidélité peut traduire bien des problèmes qu'on peut regarder. Non, mais il y a personne qui se dit yes, là. Il y a personne qui fait, ah ouais, hein. Fait que hier, t'as couché avec Sylvie, youpi. Personne se dit ça. C'est pas vrai. Non, mais il y a des gens qui sont polyamoureux. Il y a Mais des gens... le phénomène de la compersion, c'est d'être heureux pour le bonheur que autrui a vécu avec quelqu'un Oui, d'autre. mais majoritairement, Oui, les oui. gens ne sont pas comme ça. Mhm. Tu sais, parce qu'on n'a pas été conditionné comme ça. Fait que souvent, on a une blessure d'ego. Le premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Sylvie? Pourquoi? C'est mon nom, Sylvie. J'adore ça. Je le donne toujours un exemple. Pour les gars, c'est Jean-Gilles. Jean-Gilles. Jean-Gilles, j'aime ça. Là. J'aime ça dire Jean-Gilles. Jean-Gilles. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est dur, ça. Puis il y a une espèce aussi de pression en ce moment pour... Pas pour être polyamoureux, c'est pas ça que je veux dire, mais une pression d'ouverture qui ne convient pas à tout le monde. C'est correct de se sentir inconfortable avec, entre guillemets, l'infidélité, parce que rendu là, ça s'appelle plus comme ça si on est dans un couple où les gens sont d'accord pour faire autre chose, là. C'est particulier parce que autant ma tête, de plus en plus, déroge de ce que la société vend Mais ça par fait rapport quand à la même pas le fun fidélité. ici, hein? Ça fait pas le fun ici. Mais quand ça Quand fait ça pas le arrive. fun, il faut être capable, comme individu, d'identifier l'émotion, de la nommer, de la Parce partager. que ça traverse assez... C'est plus facile qu'on pense, traverser ce pas le fun-là. Mhm. Tu sais, quand justement... Mais il faut avoir les outils pour traverser Exactement. ça. Et il n'y en a pas beaucoup d'individus qui ont ces Non. outils. Non, mais moi, j'aspire quand même encore à ça.
Je parle à la fidélité, entre guillemets, mais ça serait pas la fin du monde. Mhm. Tu sais, ça serait pas la fin du monde. Puis je trouve qu'il y a des infidélités qui sont beaucoup plus graves que les infidélités charnelles, mettons. Mhm. Tu sais, il y a ça aussi. Donc, tout le monde réfléchit à tout ça, puis c'est bien dur. Puis je connais des gens qui sont polyamoureux, puis c'est aussi compliqué à gérer. Là. Il y a pas... Tu sais, être en relation avec des humains, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Ces réflexions sociétales, tu Oui. les as transposées. Ils sont commandés et commandités par le Conseil des arts du Canada. Tu les as fait transiter à la presse pendant un temps. Ensuite, tu as lancé La déesse des mouches à feu, Ouais. qui t'a mis sur la map encore plus partout au Québec. Et il faut le dire, ce livre-là a été traduit en anglais par le Montréalais Neil Smith. Oh mon et Dieu, c'était j'aime chez tellement. Vehicle Press. Exact. Moi, je m'apprête à avoir ma première traduction en anglais qui arrive dans un N'aie an. pas trop d'attente. C'était quoi ton rapport à tes mots dans une autre langue? Ben Neil, c'était une des choses qui est un être extraordinaire. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. C'est un écrivain. Mhm. Il y a beaucoup d'écrivains qui font des traductions. Dominique Fortier en est une. Donc, ils ont ce sens-là esthétique qui, pour moi, je trouve, est rassurant quand tu fais traduire ton œuvre. Ensuite de ça, Neil a habité au Saguenay. Oh! Oui, pendant un temps. Donc, il y avait ça, mais surtout, il a demandé à ses amis de filles de ressortir des vues journaux intimes de leur secondaire pour aller lire la langue puis le slang de l'époque. Fait qu'il a fait comme des transpositions vraiment intéressantes. Écoute, on a pris des cafés ensemble. Il a fait là. un gros travail, là. Mais il a fait un travail artistique Ouais. extraordinaire. J'étais comme, Neil, t'es pas assez payé pour faire tout ça. Ça n'a aucun sens, mais... La traduction littéraire est très peu payée, là. Ben, quelle surprise. Mais... Mais pourquoi tu te dis, malgré cette superbe expérience avec Neil, n'aie pas trop d'attente? Ben non, mais c'est parce que c'est, je veux dire, souvent on dit, ah mon Dieu, je vais être traduite en anglais, ça y est, le New York Times va parler de moi. Là, c'est pas Ah, par Pas rapport à la nécessairement comme reconnaissance ou comme la... ça que ça se passe. Ouais, non. Non, mais c'est ça, tu sais, mais en même temps, ça m'a permis, dans le voyage, de rencontrer des anglophones puis de leur faire acheter mon livre Oui. en anglais sur Amazon. Fait que ça, c'est très À chaque fois que je voyage dans plein de pays du monde, on me dit, ah, mais j'aimerais ça te lire. C'est ça. Parce que je parle de mes projets avec passion. Puis là, je suis comme, moi, mais est-ce que tu lis le français? La réponse Ouais, est c'est non. ça. Fait que là, c'est toujours Fait que bloqué. parce qu'à un moment donné, une fois dans ma vie, je suis allée dans un resort, j'ai tout haï. C'était pour écrire, en tout cas, une affaire. Puis finalement, j'ai rien écrit. Puis j'ai juste brossé toute la semaine avec des gens du Texas qui tripaient sur Donald Trump. En tout cas, c'était vraiment bizarre, ce monde-là. Ces dernières phrases sont fabuleuses. C'était comme sociologique en même temps, mais c'était des madames et des messieurs vraiment gentils. Là. Puis je me disais, mais je comprenais pas. Il y avait comme une dissonance. J'étais comme, but why? Avec mon grand accent saguenéen. But why? Why you like Donald Trump? I don't understand. T'es Là- pas si pire que ça. Ah non, c'était Ou c'est parce que terrible. t'étais saoul? Ah non, j'étais non, mais c'était épouvantable. Fait que là, c'était drôle parce que on s'est mis à je leur ai fait commander mon livre, celui de mon chat. Do you really need it? En anglais. Il est traduit aussi? Oui, il est traduit aussi. Malade. Sur- De Pierre-Yves McSween, on va le dire. C'était extraordinaire. Donc, oui, ça permet des moments que je qualifie de psychotroniques comme ça. Ouais. À quel point, avec toutes les propositions de Neil, tu t'es impliqué dans la traduction? Et moi, je fais confiance aux gens. Moi, je suis une fille de personne, OK? Tu sais, c'est comme Anaïs Barbeau-Lavalette, quand elle a décidé de faire un film avec mon livre. Là, elle était vraiment dans ses angoisses. Non, mais là, tu comprends. Puis j'ai dit, mais arrête, là. Moi, j'ai une voiture. Je te donne les clés de la voiture, je t'apprête. Tu vas où tu veux. Tu sais, c'est la même chose, là. Il faut que tu fasses confiance aux gens. Il faut que tu fasses confiance à leurs aptitudes artistiques. Moi, je suis vraiment pas Mais une si autrice. tu les connais pas, les gens... Ben, tu t'arranges pour les connaître parce que tu dis pas oui avant de les avoir rencontrés. Tu parles, tu sais, moi, je m'étais assise avec Neil, je m'étais assise avec Anaïs, on avait jasé de leur vision, de ce qu'ils avaient, tu sais, de comment ils avaient vu ce livre-là, ce personnage-là, c'était quoi pour eux autres. Fait qu'après ça, tu fais comme, ah, ben c'est correct, vas-y, puis fais-en ton œuvre, ton affaire. Puis c'est... Tu sais, puis je sais qu'il y a des auteurs qui ont full de la misère à laisser aller leurs affaires. Là, tu sais, comme je sais qu'India, puis je dis pas ça de façon péjorative. ouais. Tu sais, India Desjardins, elle, c'est ses bébés, tu sais, elle veut être là, elle veut tout. Moi, ça m'angoisse bien trop. Je peux pas. Hey, mon Dieu, je peux pas. Faut que je sois là. Toi, tu serais ce genre-là. Hein? Ouais. C'est ça, je pensais. Moi, je suis comme dans le déni. Puis je suis comme, si c'est pas bon, je vais le dire. Je vais le dire. Mais
pendant la DS, je regardais le scénario, j'étais conseillère à la scénarisation, j'ai travaillé avec Catherine Léger, mais elle aussi, j'y faisais confiance, on s'était parlé. Fait que tu laisses les gens travailler dans la vie, tu sais. Oui, mais admettons... On est toujours meilleur à plusieurs que tout seul. Tout à fait. Sans aller dans les détails, j'ai reçu la traduction, puis j'ai demandé beaucoup de modifications. Ah, mais c'est parce que t'avais pas Neil. Peut-être. Puis en plus, je le connais un petit peu, fait que la prochaine fois, je l'appelle. Il est super bon. On a parlé tout à l'heure de la langue dans la déesse et dans la Reine de Rien. Ouais. Tu sais, t'aimes beaucoup le langage régional, ses tournures, ses couleurs, ses accents, ses détours. Est-ce que c'était très naturel de retrouver ces tournures-là dans la Reine de Rien, ou il a fallu que tu cours un peu après un fil pour ramener cette façon d'écrire? Ben, c'est-à-dire qu'elle est devenue une adulte. Là, Oui. elle parle plus comme une ado. Tu sais, Chantal Guy m'a dit une chose que j'ai trouvée super intéressante. Elle m'a dit, La déesse des mouches à feu, c'est comme un roman d'ado écrit par une adulte, puis La Reine, c'est comme un roman d'adulte écrit par une ado. Mhm. Puis je trouve qu'elle a tellement raison, parce que c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Tu sais, Catherine, c'est une femme accomplie, mais elle a gardé cette espèce de colère, de côté aussi rebelle et tout ça. Fait que ça se transcrit dans la langue, mais en même temps, c'est une journaliste, elle sait parler. Oui, mais il y a encore une... Mais il y a encore beaucoup de syntaxe tordue. C'est ça, dans son langage familier, il y a encore... Ben oui, mais sauf que là, on est dans sa tête. Mais il y a aussi des mots soutenus, ce qu'on n'avait pas dans la déesse des mouches à feu. Au départ, on avait beaucoup de répétitions, on n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Ouais. Donc, le côté répétitif est encore là, mais beaucoup moins. Donc, c'est une langue qui a évolué, tu sais. Tout comme elle, parce qu'elle a Exact. vécu des choses qui ont comment dire, augmenté sa culture générale, son langage, etc. Oui, mais moi, je suis une femme de 40 ans qui vient du Saguenay, puis ça fait 20 ans que je suis plus au Saguenay, puis j'ai encore des expressions que je caresse et chéris et que je ne vais jamais t'en pardonner. Moi, je suis allée en prendre quelques-unes dans mes 3 années au Saguenay, puis d'Abitibi, j'en ai pas tant que ça. Ah oui? Ouais, non. Puis les Témiscaminguiens ont un accent que Ouais. je n'ai pas. Puis j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais il y a bien des gens qui trouvent que ma ville natale, Amos, est une ville de snob. Peut-être que ceci explique cela. Mais bref. Que t'as pas l'accent d'Amos, mais je sais pas à quoi ça ressemble, l'accent d'Amos. L'accent d'Abitibi, peut-être Ça que les ressemble gens à quoi? d'Amos l'ont moins. C'est plus guttural. Mais je ferai pas l'imitation parce Non, qu'il y a ça des gens se- qui non. vont m'haïr. Ouais, Mais ça. tu as signé l'adaptation théâtrale, tu as été conseillère à la scénarisation pour l'adaptation cinématographique que Catherine Léger a signée. En quoi tes rôles étaient différents? Mais l'adaptation théâtrale, c'est-à-dire que c'est moi qui écrivais le texte au complet. Fait qu'avec les angoisses qui venaient avec, là, Mhm. c'est-à-dire on rentre pas au théâtre par la même porte par laquelle on entre en littérature sur une scène. Moi, j'ai jamais fait de scène, j'ai aucune idée comment occuper l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que ça a été, je le referais pas. Comment ça? Ça a été, parce que c'était terrible. Je veux dire, c'était une expérience extraordinaire, mais effroyable. 2 semaines avant la première, le texte n'était même pas fini. Puis on comprenait rien quand les actrices parlaient parce que c'était pas des actrices, fait qu'elles savaient pas comment projeter leur voix. Non, ça a été... Écoute, j'ai passé des soirées au théâtre avec Alex, puis Fanny, de The Criminals, qui a fait la musique avec les filles pour leur écrire une scène à chacune, puis tout ça. Tu sais, c'était... J'ai payé pour travailler, pour faire la déesse. À un moment donné, c'était devenu... C'était juste ça que je faisais de ma vie. Puis c'était une expérience humaine extraordinaire, mais une fois. Ouais. Je ne le referai pas. Notez-le. Je ne le referai pas. Puis d'ailleurs, je l'ai fait jurer à mon chum que si un jour j'y arrivais en disant que j'allais réécrire du théâtre, de me tuer. Métaphoriquement. J'étais comme rien de moins. De faire non. Non, rappelle-toi. Puis là, mais je me connais, je dis ça, mais je vais peut-être ne jamais dire jamais. Puis pour le cinéma, tu as rencontré Catherine Léger, tu as compris sa vision, tu lui as fait confiance. Ouais, mais là, c'était comme un rôle d'édition de texte. Là. Tu relis le scénario, puis tu fais tes commentaires. Okay. Puis on dit souvent qu'au cinéma, c'est un art de réalisateur, réalisatrice. Qu'est-ce que Anaïs Barbeau-Lavalette a amené de différent ou de plus? Mais ça m'énerve que tu dises ça. C'est un art. C'est comme la télé. C'est ce qu'on entend. Oui, mais c'est parce que les gens sont super condescendants, puis genre, c'est comme si les scénaristes comptaient pas, alors que sans scénario, il n'y en a pas de cinéma. Mais on il y en dit a que pas la de télé. télé, c'est un art de scénariste. C'est pas vrai. Veuillez développer. C'est parce que je trouve que souvent, on oublie les scénaristes, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma. Mais au cinéma, c'est pire. Ça, c'est vrai. Puis mais en même temps, tu sais, il y a une démarche d'auteur
à la réalisation et à la scénarisation, les deux doivent travailler main dans la main. Ça, c'est indéniable. Tu sais, les réalisateurs, ce ne sont pas des techniciens, là. Ce sont des artistes, puis il y a un langage cinématographique, une sensibilité. Donc, en ce sens-là, Anaïs a apporté tout ça à la déesse de Mouchafeu. Elle a apporté sa vision, sa sensibilité, ses préoccupations aussi à elle. Parce que, tu sais, les livres nous parlent différemment, là. Toi, quand tu lis un livre versus si moi je le lis, on va pas nécessairement retenir les mêmes affaires. C'est pas les mêmes affaires qui vont nous frapper. Ouais. Donc, c'est ça qu'elle a apporté. C'est une vision, tu sais. Mais je trouve quand même, et je le redis, que le travail des scénaristes n'est pas beaucoup souligné dans tous les médias et médiums. Ouais. Souvent. Gardons-le en tête et parlons-en davantage. Non, mais c'est important parce que si tu n'as pas un bon texte, tu peux être le meilleur réalisateur du monde. Si tu n'as pas un bon texte, il se passera rien. Tu sais, on en a beaucoup d'exemples à la télévision. Puis en 2021, je crois, tu as publié le livre de cuisine. Oh my God, mon livre de cuisine. Je suis pas chef, puis toi non plus. Exactement. Je sais que c'est un livre qui défait des clichés, qui se prend pas au sérieux. Oui, mais c'était pour le fun. Mais je t'aurais pas imaginé là-dedans. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le projet? Mais non, mais moi, je fais tellement de la bouffe. C'est parce que les gens savent pas ça de moi. Les gens qui suivaient Madame Chose sont peut-être davantage au courant parce qu'il y avait beaucoup de recettes sur Madame Chose. Moi, ce que j'aime, c'est le jeu littéraire de la recette. Mais moi, je cuisine énormément. Puis les gens autour de moi m'ont toujours dit, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un livre de recettes, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un livre de recettes. Mais moi, je voulais faire un livre de recettes drôle. Parce que, tu sais, des chefs qui font des excellents livres de recettes, il y en a plein, là. Moi, j'ai rien à apporter. Moi, je dis tout le temps, mon livre n'apporte pas quelque chose de plus, il apporte quelque chose de moins. Ouais. De moins. Parce que c'est des recettes qui se perdent, tu sais, qu'on maîtrise plus ou qu'on snob un peu, genre du macaroni au jus de tomate. Plein d'affaires de même, des spare ribs, tu sais, du macaroni chinois, plein d'affaires bâtards, un peu du bouilli, du ragoût. C'est un peu terroir en même temps, puis en même temps, il y a des keftas d'anneau, il y a plein d'affaires. Tu sais, dans le fond, chez nous, tu vas avoir tout ça si tu viens manger chez nous au fur et à mesure du temps. Mais c'est un livre que j'ai fait pour le plaisir de le faire. J'avais aucune attente. Mais je sais que les gens étaient comme un peu « what the fuck ». Mais ça, je m'en fous. Je veux dire, moi, les boîtes puis les cases, puis on c'est pas négatif, le what the fuck. Non, je sais. Moi, je m'en fous des cases. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Puis une autre case que tu as visitée, c'est album illustré, roman graphique. Ah oui. C'est le 13e. Avec 13e Avenue, oui. 13e Avenue, pardon. Puis moi, j'ai vécu cette expérience-là cette année pour une première fois, d'écrire un roman graphique. Puis pour vrai, j'ai pas ni de quoi, là. J'ai adoré chaque seconde, mais chaque étape. C'est long, les étapes. C'est long, là, les dessins puis tout. C'est long. Bien, l'écriture, c'est un texte si court que ça a pas pris... Moi, ça m'a pas pris de temps. Puis après ça, j'ai laissé le texte dans les mains de l'illustratrice. Puis oui, c'est beaucoup d'investissement. C'est plus eux qui travaillent que nous, j'ai l'impression. Puis en même temps, c'est un autre... C'est un autre exemple où c'est un travail d'équipe. Sans le texte, il n'y a pas de dessin, là. Donc, j'ai aimé ça faire 13e Avenue. D'ailleurs, on est en train d'écrire la suite, mais c'est parce que j'ai tellement pas de temps. Ben parce que c'était écrit premier tome, donc il y aura suite. Oui, il y a une suite qui s'en vient. Moi, je me le fais demander beaucoup dans les écoles. Au primaire, là, 6e année, c'est vraiment populaire. Comme c'était en 2018, et là, est-ce que tu sens que ça va sortir en 2023, en 2024? Je pense que ce ne sera pas en 23 à cause de mon roman, parce qu'ils veulent... Tu sais, c'est normal, là, tu veux comme étaler tes sorties, tu veux pas tout sortir. Je pense que ça va être l'année prochaine, mais François Vinault, il faut qu'il ait le temps de dessiner les affaires. Là, tu me stresses, là, ça me fait penser qu'il faut que je le remette, mon manuscrit, le 15 décembre. Je fais souvent cet effet-là. Je suis désolée. Je peux pas t'avoir comme invité sans parler de toute l'aventure avec Québécois. Donc, tu avais une émission quotidienne à la radio, tu avais des chroniques. Dans le journal. Dans le journal, bien sûr. Quel genre d'animatrice t'étais? Mais j'étais une animatrice exactement comme ce que tu vois ici. C'est-à-dire, je faisais ce que j'avais envie de faire, je faisais la radio que j'avais envie d'écouter sans trop me préoccuper. Comment tu l'as décrit, cette radio-là? Mais moi, je suis quelqu'un qui est intéressé. Moi, dans le fond, tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit dans mes livres, dans ce que je fais ailleurs, c'est raconter des histoires. C'est juste que ça prend pas la même forme. Moi, ce que j'aime le plus faire... Oui, il y a la poutine à la radio, là. Tu sais, il y a l'événement du jour dont il faut que tu parles, les entrevues, il faut que tu fasses avec tel ministre, telle polémique, blablabla. Mais ce que j'aime le plus dans la radio parler, parce que moi, c'est la radio parler que j'aime faire, c'est de prendre des gens qui sont pas dans les médias, qui vivent des choses, puis de leur faire parler de ces choses-là pour que la personne qui t'écoute ait une vision différente ou... sur des réalités qui nous échappent ou tu sais, puis j'ai pas la prétention de dire que je change le monde ou que je fais réfléchir les gens, mais juste avoir accès à de l'humain
de voir ce que ça fait, par exemple, à une mère de famille de ne pas avoir de place en garderie pendant 3 ans puis qu'elle perd tout. Je veux dire, c'est un exemple banal, mais de pouvoir avoir l'impression d'attirer l'attention aussi des politiciens sur certains témoignages, parce que souvent, ce qui vient nous chercher, ce qui nous fait comprendre la réalité, c'est quand les gens nous racontent leur histoire, ce que ça fait concrètement dans leur vie. Mm-hmm. Par exemple, de vivre un deuil, de perdre quelqu'un, des injustices financières et tout ça. C'est des histoires, c'est pas des grandes histoires romanesques, là, mais c'est des histoires du quotidien. Puis ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Moi, c'est ça que je voulais faire, puis c'est ça que je faisais. Donner la parole à beaucoup de victimes aussi. Ça, c'était pas toujours facile, là, parce que c'est pas évident. De les interviewer. Non, c'est une grande chance, en fait, d'interviewer. Souvent, c'était des femmes, ces femmes-là, mais c'est difficile pour elles de venir parler de traumas qu'elles ont vécu. Mm-hmm. C'est généreux, c'est courageux. Puis j'étais toujours tellement reconnaissante et émue de l'aplomb qu'elles avaient, parce que c'est tough. Mm-hmm. Ouais. Puis après des années de ça, Ouais. tu as quitté pour aller vers un autre empire, celui de Belle. Ah non, j'ai pas quitté pour aller vers aucun autre empire. Mais Je fais juste des petites choses à Belle, là. c'est la formulation sur laquelle tu accroches, mais Ouais. tu as quitté. J'ai quitté l'Empire. Et maintenant- L'étoile noire. Et maintenant, tu es chez Belle, Ouais. qui s'adonne à être un autre empire. Mon Ouais. point étant que tu signes des chroniques, tu participes à des panels sur les ondes de Nouveau. Mhm. Est-ce que, étant donné que ton livre, La Reine de rien, est publié chez Stankey, qui fait partie de l'Empire québécois, Ouais. est-ce que ça a créé un petit malaise? Chez Que tu ailles chez Belle alors que ton livre est encore chez Québécois? Non. Ça a pas créé de malaise. Moi, tu sais, je suis une fille très transparente et honnête. Quand j'ai quitté chez Québécois, je l'ai bien fait. J'ai parlé à mes patrons, je leur ai expliqué pourquoi je m'en allais. Ils comprenaient. C'était pour faire d'autres choses, m'ouvrir à d'autres projets, d'autres affaires. J'avais appris ce que j'avais à apprendre chez Québécois parce que moi, je voulais apprendre à faire de la radio. Je voulais écrire dans les journaux. Je l'ai fait. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des erreurs. C'est normal. J'apprenais à faire un métier, finalement. Puis on s'est quittés en très, très bons termes. Fait que tu n'as pas eu la crainte que quand venait le temps d'avoir une couverture médiatique pour la sortie de ton livre, que tu sois peut-être blacklisté? J'ai pas eu cette crainte-là. Je me disais, est-ce qu'ils vont faire autant de promos que peut-être ils l'auraient fait? La réponse, c'est oui. Ils l'ont fait. Puis, tu sais, il aurait été, entre guillemets, ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais il aurait été un peu cave de pas miser sur le fait que j'écrivais pour eux dans une maison d'édition parce qu'ils savent que mes livres vendent beaucoup. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je sais pas si peut-être que si j'avais été quelqu'un d'autre, tu sais, c'est comme difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que peut-être que si ça avait été mon premier roman, ça aurait été différent. Mais ça, je le saurais jamais. Mm-hmm. Mais moi, j'ai eu un traitement et je continue d'avoir un traitement royal chez Stankey. Ils sont extraordinaires, ces gens-là. Véronique Derry, Marie-Ève Gélina, mon éditrice, tout le monde qui travaille, tu le sais, là. Oui, c'est mon éditrice aussi. Ça, tu sais, ce sont... Tu sais, on est vraiment bien chez Stankey. Puis moi, même si je suis plus chez Québécois, c'est sûr que je vais publier mes livres chez Stankey. Puis en tant que panéliste à la télé, chroniqueuse à l'écrit, on est encore dans le giron de l'opinion. Qu'est-ce qui t'attire autant dans l'opinion? Bien, l'opinion m'attire plus tant que ça. Honnêtement, c'est plus la discussion qui m'intéresse. OK. Moi, une des choses que j'ai appris chez Québécois, pour vrai que j'ai appris, c'est de dire non à certains sujets. Mm-hmm. Moi, j'ai pas d'opinion sur tout, c'est pas Mhm. vrai. Puis il y a des trucs pour lesquels je suis pas habilitée à donner mon opinion. Puis des fois aussi, je trouve pas que c'est ma place de la donner. Donner un exemple, là, je ferai pas un panel sur le racisme systémique avec 3 personnes blanches, puis moi. Je veux dire, ça a pas... Des fois, je me retire, je fais ça juste... Non, je veux... Mais ça, c'est parce que je peux maintenant le faire, parce que j'ai ce recul-là, puis parce que j'ai compris des choses. Tu sais, tu le disais tantôt, tu sais, au début, quand tu commences, tu veux être là, tu veux faire ta place, tu veux dire oui à tout, tu sais, là, tu sais, parce que tu veux, mais à un moment donné, tu fais, wow, là, je l'ai ma place. Moi, qui je veux être dans l'espace public Ouais. et qui je ne veux pas être dans l'espace public, c'est surtout ça. Donc, ce qu'on fait à nouveau, oui, c'est entre guillemets, c'est de l'opinion, mais si tu... Mes textes que je fais sur Nouveau, souvent, il y a des entrevues. C'est pas juste de l'opinion. Tu sais, c'est de l'opinion qui s'appuie sur quelque chose. C'est une réflexion. Maintenant, j'essaie de réfléchir au lieu de réagir. Puis c'est tentant de réagir parce que moi, je suis super impulsive, je suis très sanguine. Et tout le milieu médiatique nous pousse à réagir. Ça va vite, mais il faut se donner le droit à un moment donné de prendre un petit pas de recul, qui est une expression excessivement galvaudée, mais très vraie. Puis de dire, bien, qu'est-ce que j'apporte, moi, à la discussion? J'ai-tu quelque chose à apporter? Puis si j'ai rien à apporter, je le fais pas, le panel. C'est tout.
Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, je comprends que je suis quelque part dans la business de l'opinion, mais c'est une opinion qui est peut-être moins présente qu'avant. Ouais, je dirais ça comme ça. Puis si je te dis que ma dernière grande question, c'est de savoir quels sont les projets devant toi? Ah, je peux pas te le dire. Aucun? Ben, non. Même pas si je fais des yeux doux, charmeurs? Non, mais c'est sûr que je veux refaire de la radio. Ça c'est sûr que je veux refaire de la radio. Puis l'écriture, ça va toujours rester présent. Donc, mes prochains projets sont en lien avec ça, mais je peux pas dire plus de choses. Mais tu sais, il y a 13e Avenue, il y a un deuxième tome. Est-ce que, je te ferai pas aller là où tu veux pas aller, mais est-ce qu'il y a une idée de roman qui a déjà germé dans ta tête, ça, oui, qui pourrait s'en Dieu, venir? des romans, ben oui, il y en a plein. Là, j'ai même le titre, ça s'appelle « Moment magique ». Ah bon? Est-ce qu'on va te voir en scénarisation télé bientôt dans un monde? C'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je pense à ça. Mm-hmm. Je me rappelle, il y a quelques années, tu planchais sur un projet. Ouais. Mais c'est pas... Ouais, non. Ce projet-là n'a pas fonctionné pour plein de raisons, mais j'aime beaucoup... J'ai co-scénarisé un film qui s'appelle Fabuleuse pour le cinéma. Je ne vais pas dire que j'aime pas l'écriture cinématographique, mais en même temps, je trouve que l'écriture télé permet plus d'amplitude, d'installer les choses. Puis je pense qu'on a atteint aussi une espèce d'âge d'or de la série télé mondialement. Là. C'est vraiment intéressant ce qui se fait. Puis au Québec, on fait des affaires vraiment... Tu sais, Chouchou de Simon Boulris, c'est du grand art. T'sais, avoir des écrivains à l'écran, ça paye. Je pense qu'on... Tu sais, Margaret Atwood aussi, avec sa servante. Tu sais, on le voit, là. Tu sais, il y a quelque chose... En tout cas, moi, j'ai envie de faire partie de ça. Je suis en train de faire mes premiers pas là-dedans aussi. Bonne chance. Merci. Ça va très bien pour l'instant. Oui, mais c'est ça. Est-ce que le diffuseur s'en est mêlé déjà? On s'en reparlera. Oui, c'est ça. Mais avant de te laisser, permets-moi de dire aux personnes qui nous regardent et nous écoutent qu'elles peuvent suivre la page Facebook Comme un livre ouvert balado et rattraper, là, prendre une grande respiration, les épisodes avec India Desjardins, Lucie Pagé, Bernard Lavallée, Christine Brouillette, Simon Boulris, Michel-Marc Bouchard, Patrick Sénécal, Pascal Wilhelmy, Elkana Talby, Martin Michaud, Fanny Britt, Alexandra Larochelle, Kamal Amakrel, Hélène Dorion, Erika Soucy, Guillaume Morissette, Véronique Grenier et Michel Ouimet. Et toi, Geneviève Peterson, je te dis merci beaucoup. Merci à toi.